Nos clients n'achètent pas de la technologie, nos clients ils achètent un service. On n'est qu'au début de l'histoire, mais en tout cas les briques sont bien posées et les graines sont bien plantées. Un bon sales, il chasse et quand c'est signé, quand il a eu le goût du sang, c'est fini. Les managers, c'est ceux qui vivent la culture. Donc t'as pas le droit de dire j'aime pas. Déjà, ça c'est un truc qui est complètement stérile, qui sert à rien. À la fin de la fin, il faut que tout le monde gagne parce que s'il y en a que certains qui gagnent, bah ça marche pas et tu tues ton entreprise. Bienvenue sur le podcast We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en développement commercial B2B. Nous partageons la vision, l'histoire, les tips de dirigeants d'entreprise qui viennent nous inspirer et qui nous autorisent à explorer leur écosystème. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Eduardo, le cofondateur et CEO de Naboo, N-A-B-O-O, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bonjour Maxime. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Réciproquement. Et de reprendre avec toi d'ailleurs les podcasts. Je m'étais éloignée des médias depuis quelques mois, donc je vais savourer ce moment. Bien Maxime, alors on va parler de la genèse, la création en fait de Naboo. Tu nous diras en fait de quoi il s'agit. On va évidemment explorer aussi ta sales machine parce que c'est une habitude chez nous, c'est une tradition. On veut comprendre ce que tu as mis au cœur du moteur pour que ça fonctionne si bien aujourd'hui. Et puis aussi évidemment, moi ça m'intéresse énormément, c'est quelle est ta vision du sales, comment tu recrutes, parce que la problématique d'acquisition et de rétention évidemment de commerciaux, c'est partagé par absolument tous les dirigeants d'entreprise. Allez, on y va ? On va parler de la genèse. Déjà, comment tu définis Naboo ? Alors, c'est une agence de voyage d'affaires ? C'est le Airbnb des managers ? Je l'ai lu aussi dans des articles. Ouais, celle-là, c'est celle que j'aime le moins, je pense. Ouais. C'est une plateforme qui permet de réserver des événements d'entreprise de tout type. Voilà. En effet, on a le service d'une agence de voyage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la technologie chez nous, il y a également de l'accompagnement humain, et d'ailleurs, c'est ce que veulent nos clients. Ouais. Donc, ça me va aussi, si tu veux nous appeler agence de voyage. Alors moi, je vous appelle Naboo et c'est déjà bien. et en fait, alors tu dis tout type d'événement, mais vous êtes quand même spécialisé, lancé. Le go-to-market, c'est sur le séminaire. C'est Ouais. quand même très précis, entre 0 et 150. Ou aujourd'hui, tu peux faire plus large aussi ? Non, alors aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus large, mais en effet, on a commencé sur une niche, celle du séminaire ouvert pour des équipes. Donc, on a commencé vraiment très petit, sur du 0 à 30 packs ouvert. Aujourd'hui, on couvre absolument tous les événements d'entreprise, jusqu'à 400-500 personnes, même s'il le faut, en séminaire résidentiel, en journée d'études, en soirée d'entreprise, des activités de team building. L'objectif, c'est qu'on soit en capacité de couvrir l'essentiel et même quasi-intégralité des événements qu'une entreprise peut organiser. Bravo, parce que du coup, au bout de 1 an et demi à peu près de commercialisation Un seulement. an et demi de commercialisation, ouais. Ouais, bah aujourd'hui, tu es capable de répondre à tous ces besoins. Et donc, ça veut dire que tu as augmenté aussi tes nombres de partenariats et de lieux et de prestataires qui sont sur ta plateforme, parce qu'il s'agit bien d'une plateforme, n'est-ce pas ? Absolument, plus de 10 000 partenaires maintenant. Bravo. Alors, on va partir de la création, parce que j'ai quand même trouvé que c'était extrêmement osé de ta part. C'était la création, c'est en 2022. Oui. 2022, donc post-Covid évidemment, mais ça on va en reparler peut-être. C'est aussi tu m'as dit que je pouvais absolument tout te demander. Donc j'ai fait quand même quelques recherches sur le contexte de la création de ta boîte. Vous êtes 4, hein. On va quand même aussi rendre honneur faire hommage à tes Antoine, Lucien associés. et Jean-Louis, ouais, tout à fait. Exactement. En 2022, c'était aussi le moment où 2 concurrents ont fusionné et accompagné d'une levée de 10 millions. Et toi, tu t'es dit, allez hop, je vais être challenger et je vais y aller moi aussi sur ce marché. Alors, on parle du marché du tourisme d'entreprise. Ouais. J'ai regardé quelques chiffres. EY, alors il date de 2019, peut-être que tu vas me les mettre à jour, 15 milliards. Effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est plutôt les retombées économiques sur le territoire français, mais oui, c'est un marché de pratiquement 10 milliards, je pense, sur lequel on est, ouais, tout à fait. Et c'est largement suffisant. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire que toi aussi, tu avais ta place ou ta part de marché à aller chercher ? Eh bien, ça s'est pas passé comme ça, en réalité. Ah. En avril 2022, on monte une plateforme, on essaie de révolutionner le ticket télétravail, de créer le ticket télétravail. Tout le monde connaît les tickets resto. On avait vu cette magnifique entreprise qui est Swile, par exemple, qui a révolutionné le ticket resto. Oui. Et nous, on s'est dit, faut se repositionner dans un contexte post-Covid et plein de confinements, etc. Tout le monde allait télétravailler à droite, à gauche, chez des amis qui ont une maison de campagne, de louer un Airbnb pour aller télétravailler. Et bref, on s'est dit que c'était en train de se démocratiser et qu'il fallait trouver une solution, une sorte de Airbnb pour le coup, verticalisé pour faire des séjours de télétravail. Et donc c'était ça le concept au départ. Ça n'a pas marché comme on l'espérait.
Donc en réalité, quand Cactus et Bird Office fusionnent, puisque tu fais allusion à ça au printemps 2022, si je ne dis pas de bêtises. Nommer, mais non, non, okay. mais je les nomme, il n'y a pas de problème. En fait, on n'a pas du tout la sensation d'être concurrent à ce moment-là. Oui. Et donc, on n'est pas en train de prendre un risque démesuré, nous, on est en train de créer quelque chose qui n'existe pas encore à ce moment-là. Notre concurrent, en toute humilité, c'est Airbnb à ce moment-là. Donc, si tu veux, on s'est dit qu'aller sur une niche, il y avait certainement quelque chose à faire. Bon, on s'est complètement trompé. Voilà. D'accord. Oui, puis de toute façon, on n'est jamais drivé par la peur quand on crée une entreprise, on est bien d'accord? Non, ça c'est sûr. Et tu étais fort de tes expériences passées parce que tu as en tout cas un passé de consultant en finance. En stratégie, et surtout, d'une manière générale. Ouais. Dirigeant d'une boîte dans la logistique. Oui, absolument. Et comme aujourd'hui tu aides en plus la logistique événementielle de tes clients, on va dire que c'était presque linéaire. Comme, non, presque linéaire. Presque. Ok pour ça. Et ensuite, ça va vite. Création en 2022, premier site 2 millions en 2022. 2,5 millions avec la dette, ouais. Ok. Tu as annoncé là en février de cette année, donc 2024, une série A à 7,5 millions. Oui. Pas spécialement pour recruter, plutôt pour développer, je crois, pour améliorer encore le produit. Oui, donc du coup, recruter quand même sur la partie dev, oui. Qui est nous, aujourd'hui, c'est plus d'un quart, c'est même un tiers de l'effectif, c'est des ingés, hein, donc c'est vraiment des développeurs, des produits. Donc nous, on mise énormément sur la technologie et notre conviction, c'est que c'est la technologie qui va créer une rupture dans ce marché. Oui, comme dans beaucoup de marchés aussi, très certainement, mais il faut garder en tête par rapport aussi rassurons aussi tes futurs utilisateurs, parce qu'il y a apparemment 44% des salariés français ont une incompréhension et du coup une appréhension aussi de l'intelligence artificielle encore aujourd'hui. Oui. Donc à chaque fois qu'on annonce de l'intelligence artificielle dans un outil, il faut être... oui, alors nous rassurant. on en parle parce qu'on est utilisateur d'intelligence artificielle pour nos outils et pour notre productivité à nous, mais tu as raison de me rappeler sur ce point, c'est que je suis absolument convaincu que c'est la technologie qui va créer une rupture. Ceci étant, nos clients n'achètent pas de la technologie, nos clients ils achètent un service. Et donc la technologie pour nous c'est un support, c'est un outil, c'est un moyen de rendre un service beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus rapide. Et en fait, si je peux poser deux minutes là-dessus, l'événementiel c'est un très vieux marché. Pour le coup, là, c'est un marché qui existe depuis très 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 longtemps avec de nombreux acteurs sur le marché, type agence événementielle, mais même les hôtels en direct font de l'événementiel. Et en fait, c'est un marché qui a connu une première vague de digitalisation dans les années 2000-2010 avec ce qu'on appelle des venue finders. Je crois pas qu'il y ait un terme réellement en français pour ça. Et grosso modo, c'est des sites sur lesquels tu peux faire des demandes de devis en ligne. D'accord ? Donc ça, c'est la première phase de digitalisation de ce métier. D'accord. Ce qui était déjà pas mal, puisque en fait, ça te permettait au même endroit de centraliser des demandes de devis. Ouais. Ça, c'était la première phase de digitalisation, mais c'est très peu abouti par rapport à ce qui s'est passé dans le B2C. Quand tu vois des Airbnb ou des bookings, tu fais pas des demandes de devis. Non. Tu réserves. Exact. Tu as des prix en instantané, tu as des disponibilités en instantané. Et donc, en fait, il y a un écart qui s'est creusé, un énorme gap entre le B2B et le B2C. Et nous, c'est là qu'on a décidé d'intervenir. On s'est dit, il y a eu la première phase d'investissement, super. Nous, on va attaquer la deuxième et on va permettre à n'importe qui d'organiser un événement d'entreprise, quel qu'il soit, séminaire, journée d'études, soirée d'entreprise, de façon complètement instantanée et autonome. Et donc, en fait, c'est là où la technologie joue un rôle. Tu es assisté par un humain parce que tu veux discuter avec quelqu'un, parce que ça reste des gros paniers moyens, mais l'outil que tu utilises, il ne te permet pas de faire des devis. En fait, le devis, il est fait tout seul par rapport à ton brief, il est fait de façon automatique. Tout est instantané. Et en fait, la technologie te met dans du confort d'utilisation, te permet de travailler beaucoup plus rapidement. Ça n'enlève pas le conseiller, tu as totalement raison. Voilà, nous, on est dans cette phase-là. Donc, il y aura toujours des conseillers, quoi qu'il arrive. Il y aura toujours quand Absolument. même de l'humain. De toute façon, dans le B2B, c'est comme ça, c'est certain, surtout quand tu organises du voyage. Le voyage, il y a un petit côté stressant et aussi un côté magique. Et tu as envie de discuter, tu as envie d'échanger, tu as envie de le construire. Et je suis convaincu que, il y a une partie de nos utilisateurs qui réservent tout seuls sans jamais parler à personne. C'est un peu les tech savvy, c'est ceux qui, justement, viennent chez nous pour ça. Mais quand même, et notamment sur le côté enterprise, sur nos clients enterprise, c'est clair qu'ils veulent avoir quelqu'un au téléphone. Et ça me fait marrer parce que quand on signe des accords cadres avec des grands groupes, ils nous disent direct non, mais nous, en fait, les assistants, les assistantes, ils veulent être complètement autonomes, etc. Donc c'est pour ça qu'on choisit votre outil. Nous, on est ravis. Dans la réalité des faits, 9 fois sur 10, ils veulent absolument parler à quelqu'un. Mais c'est normal, tu vends de l'expérience. Donc, en fait, puis alors j'ai coutume de dire tout le temps, moi j'adore cette expression, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Elle n'est pas du tout... je ne suis pas à l'origine de celle-ci, mais
Le closing, en fait, c'est un transfert d'enthousiasme. Et donc, et d'autant plus quand tu vends de l'expérience, il y a quand même, faut projeter l'acheteur, il faut lui vendre de l'émotion, ce qu'il va vivre en fait avec ses équipes lors des séminaires. Et ça, un algorithme ne sait pas encore le faire, bien qu'il y a encore des progrès aussi. Il y a déjà des progrès là-dessus au niveau intelligence artificielle. Oui, c'est sûr. Au niveau, il y a presque de l'intelligence émotionnelle maintenant dans ces outils-là. Ok. Ta vision, c'est quoi? C'est que tu veux être, j'imagine, le leader européen, évidemment. Tu vas pas, tu es plutôt ambitieux, mais ça veut dire que tu vas agrandir ton marché au niveau géographique, que tu vas encore agrandir tes offres, que tu vas aussi peut-être encore agrandir tes partenariats. Ouais, tout à fait. Donc là, nous, en fait, notre développement, il est en plusieurs phases. La première phase, c'était de créer une marketplace liquide. Ouais. Donc, c'est-à-dire d'avoir les bons partenaires qui correspondent à la bonne demande. Ça, on l'a créé sur le segment SMB, donc tout ce qui est PME, start-up, etc. C'est ce qu'on a fait sur l'année qui nous a précédé. Donc, c'est vraiment la construction d'une offre et d'une marketplace liquide. Une fois que tu as une marketplace qui est liquide, nous, sur notre marché, le vrai gros marché, celui qui pèse lourd, c'est le marché des corporates. Donc la marketplace, c'est le SMB. Puis là, on est en train de développer, et même on a bien avancé dessus, notre offre enterprise. Donc là, en fait, on signe des contrats sur plusieurs années avec des grands groupes pour qu'ils organisent, pour que toutes leurs dépenses MICE, en fait, toutes leurs dépenses qui touchent à l'événementiel, soient centralisées chez nous. Et donc, ils n'utilisent qu'un seul outil pour tout type d'événement. Et eux, en fait, ils sont contents parce que ça permet de rationaliser complètement les achats. Ils n'ont qu'un seul fournisseur au lieu d'en avoir des centaines, voire des milliers. Ils ont toutes leurs dépenses au même endroit. Tu peux optimiser tout ça. Tu as des conditions de paiement négocier, enfin si tu veux, il y a un gros avantage pour les corpos, pour les enterprises de signer avec un acteur comme nous parce que ça limite complètement leurs problèmes. Ça, c'est la deuxième phase du développement, c'est de contractualiser sur plusieurs années avec des gros corpos. C'est ce qu'on a fait sur la France. On en est là sur la France, et donc une fois qu'on a fait ça sur la France, on en est qu'au début de nos parts de marché, on fait une 50aine de millions, le marché, on l'a dit, il fait à peu près 9-10 milliards, donc on est qu'au début de l'histoire, mais en tout cas les briques sont bien posées et les graines sont bien plantées. Maintenant, l'étape d'après, et tu parlais d'Europe, c'est exactement ça. C'est la marketplace, créer de la liquidité sur une marketplace. Maintenant, on va pouvoir le reproduire dans d'autres pays. Tu commences jamais par le segment enterprise parce qu'il est très exigeant. Donc là, on est en train de dupliquer notre marketplace au Royaume-Uni en ce moment. Donc là, il y a une équipe qui travaille un peu en sous-marin, qui est en train de constituer notre offre pour aller justement amener de la liquidité sur le marché, c'est-à-dire que les clients puissent trouver exactement ce qu'ils veulent une fois sur place. Donc on est en train d'ouvrir le marché domestique britannique. D'ici un an, on ouvrira le segment enterprise et on continuera de mapper l'Europe. Voilà. Pourquoi les UK? Le marché d'une même taille que la France, avec des fondamentaux qui sont assez similaires, c'est-à-dire une grande ville qui concentre l'essentiel des sièges sociaux d'entreprises, avec beaucoup de col blanc, et une campagne, le segment du haut vert, qui est facilement accessible avec du train ou du car à 1h, 1h30 de Londres. Donc vraiment, en tout point, ça ressemblait à Paris. Et il y a des habitudes de consommation de séminaires. Enfin, tu connais le panier moyen par tête? Je le connais vraiment moins. Honnêtement, on a eu le choix, on s'est posé avec notre board, on s'est dit est-ce qu'on paye un cabinet de conseil pour faire une étude ou est-ce qu'on se lance? Et en fait, ça a été très simple. On a chiffré ce que nous coûtait un cabinet de conseil, on a chiffré ce que nous coûtait un lancement. Et en fait, c'était aussi cher de lancer que de payer un cabinet de conseil. Donc on a dit tant pis, on teste et puis on verra bien. Voilà. Donc on ne sait pas. Et au moins, vous serez déjà sur place. On ne sait pas. Voilà, là honnêtement, les coûts l'investissement que ça représente de lancer le pays, je le dis en toute transparence, on a un budget de 200-300 000 euros. C'est un cabinet de conseil, ça aurait coûté peut-être un petit peu moins cher, mais on aurait quand même eu un petit doute. Donc là, au moins, ça va nous ôter le doute, on va tester, on va faire. Et puis si ça marche, on sera déjà bien lancé. Alors, on reviendra sur les corpos tout à l'heure, mais là, restons focus sur le go-to-market d'un nouveau marché, parce que c'est toujours très intéressant de savoir comment tu procèdes. Donc, tu avais une idée très précise, je sais, pour la personne, en tout cas le premier sales qui allait ouvrir le marché UK notamment. Il faut que ce soit un natif, impérativement. Impératif, ouais. En tout cas, c'était dans nos prérequis. Mais depuis Paris. Donc ça, c'est pour limiter les coûts. Ouais. En fait, quand, par exemple, le Royaume-Uni, c'est particulier parce que on change de devise, on change de régulation. Ouais. Donc déjà, si tu veux, tu te mets tous les voyants en rouge. C'est pas les mêmes réglementations, pas les mêmes autorités réglementaires, pas la même TVA, pas la même devise, tout change en réalité. Et alors la culture, n'en parlons pas. Donc, si tu veux, le coût d'ouvrir un bureau sur place, il représentait un investissement qui était peut-être un peu démesuré par rapport à là où on en était dans notre thèse d'investissement. Donc on a dit, on va essayer de recruter des natifs, mais depuis Paris. Et donc on ouvre tout depuis Paris. Donc on va avoir une boîte aux lettres avec un numéro de TVA et avec tout ce que tu veux, avec un compte en devises, etc. Mais en tout cas, on limite considérablement l'investissement en ouvrant tout depuis Paris. Puis maintenant, avec les outils type Aircall et tout ça, tu te rends même pas compte que la personne elle a le bon indicatif de numéro de téléphone. Tu te rends pas compte qu'elle est pas là, en réalité. Donc tant que t'as pas à voir tes clients physiquement,
tu peux complètement le faire à distance. Et ça, on s'était inspiré pas mal d'autres entreprises comme Malte ou comme Wikasa, qui sont des marketplaces qui ont aussi ouvert beaucoup depuis la France, des pays qui n'étaient même pas forcément limitrophes d'ailleurs. Tu vas lui mettre quoi comme outil entre les mains? Tu parlais d'Aircall tout à l'heure. Ouais, Aircall déjà. Ouais. On est très content d'Aircall. On utilise HubSpot, nous, comme CRM, à la fois pour la partie marketing et pour la partie sales. Chez nous, c'est complètement intégré. Sales Navigator. Pour un portefeuille de combien de clients en ce moment? Je sais pas, on doit avoir 3-4 000 clients. Je sais pas honnêtement, parce que sur la marketplace, en spot, tu as vraiment de tout. Toute la journée, tu as des nouveaux clients en réalité. Donc c'est très compliqué de savoir précisément combien il y a d'entreprises clientes chez nous. Enfin, on pourrait le savoir, mais c'est pas une métrique qu'on traque. Sur les grands comptes, là par contre, on connaît bien le nombre de clients qu'on a. Parce que ils font vite beaucoup de volume. 500? Non, sur les grands comptes. Non. Sur le segment Enterprise, on a une dizaine de grands comptes contractualisés. Oui, un contrat 4, tu veux dire. Mais c'est plusieurs millions d'euros par client. Enfin, ça va vite, quoi. C'est énorme, en matière de panier. Ok. Donc, pardon, je t'ai coupé. Les outils, ta suite technologique pour ta force de vente, c'est HubSpot, Casper pour les numéros de téléphone, SalesNav. On utilise Mojo pour la réécoute de call. Et puis là, ils ne le savent pas encore, mais je vais mettre en place Front pour les équipes. J'ai été convaincu qu'il fallait mettre cet outil en place pour mieux collaborer entre commerciaux et avec le Customer Success notamment. Est-ce que ça résout quelle problématique? De collaborer sur des deals. Donc c'est que les mails ne se perdent pas, qu'on ne soit pas obligé d'aller voir dans les deals HubSpot pour relire les mails, etc. Pouvoir se taguer les uns les autres précisément sur des conversations où le client a dit ça, tiens regarde, quand le Customer Success récupère le deal, regarde à ce moment-là, le client a bien voulu spécifiquement ce truc-là. C'est pas mal. Ouais, parce qu'on sait que le pain en général, c'est la passation justement du client entre celui qui close et le CSM. On a déjà en partie mis Mojo pour ça, pour pouvoir récupérer les échanges vidéo et pouvoir les analyser très rapidement quand le Customer Success récupère la relation. Le client n'aime pas changer d'interlocuteur. C'est vraiment un truc que le client n'aime pas. D'ailleurs, dans notre offre Enterprise, il ne change pas d'interlocuteur. Mais c'est coûteux de faire ça. Parce qu'en fait, du coup, tu perds quand même en productivité. Oui. Il vaut mieux que les sales fassent que du sales. Quand c'est vendu, passe à autre chose. Honnêtement, un sales déteste faire la partie CSM. Un bon sales, il chasse et quand c'est signé, quand il a eu le goût du sang, c'est fini. La main. C'est fini. Et il ne veut plus jamais s'investir. Y compris si le client annule, gérer l'annulation, c'est l'enfer. Courir après la facture, courir après le paiement. Les sales détestent ça. Alors, pour qu'on comprenne bien, justement, parle-nous de l'organisation de ta force de vente actuelle. T'as quoi? T'as 60 salariés? Il y a 85 personnes chez nous. 85 déjà? Ouais. Ah oui, dis donc, il fallait que je me mette à jour. Et donc, dans la force de vente? Dans la force de vente, je ne sais plus combien on est, mais une bonne vingtaine. On a 3 équipes. On a l'équipe des accounts exécutifs, qui est l'équipe historique. Donc, c'est ceux qui closent sur la marketplace. Donc, c'est vraiment de l'assistance au closing sur la marketplace. Ouais, ils doivent être 12, je pense. Ouais. Je risque de ne pas avoir le compte bon parce que je me souviens plus. J'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, j'ai une équipe d'SDR, ils sont 2, et j'ai une équipe de CAM, 3 personnes. Ouais. Qu'est-ce qui me manque? Qui travaillent avec toi sur les grands comptes? Bah ouais, eux ils travaillent avec moi sur les grands comptes, absolument. Voilà, je sais pas à combien et on après, est, 12, au niveau 14, 17, CSM, tu as les AM sur les grands comptes et les CSM sur le mid-market. Voilà, exactement. C'est ça? Exactement, le CSM sur le mid-market et account manager sur le enterprise, sachant que les account managers, ils font également la vente sur la partie enterprise. Enfin, pas la vente du contrat, mais la vente du deal. La vente du deal. La vente de l'événement. Voilà. D'accord, donc ils sont aussi incentivés d'ailleurs sur sur du CR. Tout à fait. Les CSM, ils reportent à qui? Ils reportent au COO, donc pas à moi. D'accord. Donc on a voulu couper en deux. Pourquoi? Parce que je voulais pas être jugé parti, c'est-à-dire que le CSM, c'est eux qui font toutes les enquêtes de satisfaction qualité, notamment. D'accord. Et donc je voulais pas qu'ils me reportent, parce que sinon j'allais être jugé parti. Voilà. Donc au moins Antoine, donc mon associé qui gère la partie Customer Success, quand il y a des problèmes, il me tombe dessus. Et je pense que c'est mieux, voilà, pour des questions d'indépendance. Très bien. Genre, le sales a fait n'importe quoi, regarde ce qu'il a vendu, c'était ingérable. Bon, il vaut mieux que je sois pas jugé parti là-dessus. Voilà. Et ça se passe mieux depuis d'ailleurs. Donc, du coup, les CSM reportent à ton CEO. Oui. Ça, ok. Tu voulais pas être jugé parti et ça se passe très bien, tu l'as dit. Donc, comme ça, chacun assume son périmètre. Exact. Ok. Le marketing? Marketing, c'est encore un autre de mes associés, Lucien, parce que le marketing est très lié au produit. Ouais. Et donc, Lucien, il a le produit et le marketing. C'était un choix assez fort chez nous. C'était de connecter ces deux fonctions avec un seul direct report pour être sûr que ça communique parfaitement et que le marketing soit drivé par le produit et l'inverse. Le marketing gère aussi de l'outbound growth management? Oui, bien sûr. Le marketing est adoré chez nous parce qu'en fait, on a la marketplace, donc le segment SMB fonctionne uniquement en inbound. Ouais. Et donc, c'est le marketing qui alimente tout le monde. Donc, tu vois, alimenter à peu près 30-40 millions par an de leads full inbound,
c'est quand même magnifique. Donc aujourd'hui, les account exécutives, ils courent après le marketing. De temps en temps, on se marre bien avec ça, quoi. Mais le marketing chez nous est assez puissant. Et ils gèrent aussi tout ce qui est nurturing de leads. Donc ils font toutes les séquences pour enrichir la qualité des leads pour que les AE soient plus faciles pour eux de closer. Et sur la partie grand compte, ils nous aident énormément aussi pour identifier les bonnes personnes dans les grands groupes, pour commencer à leur envoyer du contenu, commencer à les intéresser, à les sensibiliser sur qui on est. Donc ils travaillent énormément là-dessus et pour nous, c'est un grand confort. Tu vois, un CAM chez nous, c'est pas lui qui fait son plan de compte, c'est le marketing qui va tout préparer. D'accord. Alors, le marketing, par contre, il alimente en lead les AE directement ou les SDR Les AE et les SDR. Si le lead n'est pas assez chaud, ça tombe chez les SDR. S'il est très chaud, c'est-à-dire intention ferme, c'est les AE. Ouais. Et early signals, SDR. Ok. Et les SDR, ils bossent pour combien? C'est quoi le ratio? C'est un SDR pour 6 du coup? Oh non. Chez nous, c'est un SDR pour 6, mais dont un stagiaire, mais oui, c'est à peu près ça. D'accord. Oui. Un SDR pour 6, mais les SDR, ils travaillent aussi pour les CAM. Donc, mais oui. Ah, ok. Et donc, du coup, ils ont quoi comme objectif, tes SDR? Un nombre de leads et surtout une GMV. Donc GMV chez nous, Gross Merchandising Value, donc c'est le volume de transactions sur la plateforme. Donc ils sont incentivés sur les deux. Donc les SDR, on les fait débusquer des leads d'une certaine taille. Il faut voir que le panier moyen, il évolue énormément chez nous. Ça peut être la plus petite transaction, c'est peut-être 500 €. La plus grosse, à ce jour, c'est 550 000 €. Sur une plateforme, tu vois, c'est quand même ça peut être des très gros montants. Et le panier moyen chez nous, c'est un peu plus de 20 000 €. Et donc du coup, un SDR aujourd'hui, il est incentivé à aller chercher des leads au-dessus du panier moyen. C'est-à-dire qu'ils vont nous chercher du 20 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Okay. Typiquement, un SDR qui me ramène un lead à 10 000 €, je ne lui paye pas. Parce que je considère que ça doit tomber purement en inbound et qu'il ne faut pas qu'on investisse de l'effort pour aller chercher des, entre guillemets, petits deals. Et donc, alors du coup, que ce soit pour les campagnes inbound ou outbound, ton ICP, enfin ton client idéal, c'est... alors, j'ai bien compris, le corporate, c'était ton gros levier de croissance. Ouais. Donc vraiment, chez nous, c'est deux organisations complètement distinctes. Tu as Naboo Marketplace, qui est Naboo SMB, grosso modo, et Naboo Enterprise. Donc c'est vraiment deux organisations radicalement différentes. Et pour Naboo SMB, est-ce que tu as une typologie, en fait? Est-ce que tu as un client idéal, justement, que tu as défini en termes de nombre de salariés ou en termes de... Parce que qui achète chez toi le persona le plus actif? Est-ce que ce sont les managers? Est-ce que ce sont les... En SMB, c'est le manager. Ouais. En Enterprise, c'est l'assistant ou l'assistante. D'accord. C'est deux segments, encore une fois, très différents. Okay. En fait, on chasse pas. Le SDR, c'est juste qu'on aura eu des signaux faibles. C'est-à-dire, un mec s'est inscrit sur notre site, mais il n'a pas fait de demande. Tu vois, donc c'est déjà très chaud. C'est déjà très très chaud comme qualité de lead. C'est-à-dire que le mec, déjà, tu sais qu'il a une intention. Donc, on fait pas de chasse pure. Il n'y a pas de call chez nous. Ça n'existe pas. En tout cas, pas sur la partie SMB. Ça va faire rêver beaucoup de force de vente, ça. Non, mais je sais. Et quand les AE arrivent chez nous, ils se disent, mais quel confort, mon Dieu. Ça tombe toute la journée. Un AE, il est en général, entre le marketing et le SDR, il chope entre 10 et 20 leads par semaine. Donc, en fait, il s'éclate, quoi. Il a tellement de leads. Le pipe est riche. C'est assez génial. Et il close 10 deals par mois. C'est ce que j'avais demandé au niveau taux de transfo. D'accord. Il close 10 deals par mois, donc il est alimenté d'à peu près 10 par semaine en moyenne, sachant que là-dedans, il y en a à peu près 5 qui vont finir par ne pas être qualifiés ou qui vont retomber dans un pool à nurture. D'accord. Donc grosso modo, en fait, l'intention n'était pas vraiment ferme, c'était plus du passage, ou c'est une agence événementielle et nous, on refuse de travailler avec les agences événementielles, ce genre de choses. Donc il y en a quand même la moitié, malheureusement, qui ne sont pas de qualité suffisante pour être traités. Et ensuite, un peu moins de la moitié. Et ensuite, un AE, il convertit chez nous entre 70 et 80% des leads fermes. D'accord, qui est vraiment pas mal. Ouais, ce qui est canon. Ouais, franchement. Et au niveau... parce que alors, les seuls chiffres que j'ai pu trouver, mais toi, tu vas peut-être m'en apporter d'autres, c'était encore une fois cette fameuse étude que j'ai lue, je crois que c'était UI en 2019. En France, un manager peut dépenser... en moyenne, 800 € par tête, par an. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est proche de la réalité. Nous, on voit qu'un événement en moyenne, c'est 300-400 € par tête. Ils en font 2 par an, ouais, c'est ça. Et c'est quoi les tendances alors pour les managers qui nous écoutent aussi en matière de, s'ils veulent enjailler un petit peu ou faire passer un message en fait à leurs équipes? C'est quoi les tendances séminaires? Parce que je sais que toi, tu as c'est identifié comme celui qui organise les séminaires écolo, enfin green. Au vert, moins de 2 heures, en tout cas, au vert. Ouais, c'est ça. Moins de 2 heures des bureaux, c'est ça? Ouais, dans 90% des cas, ça a moins de 2 heures. Plutôt des séminaires courts, du coup? Ouais, une nuit, 2 nuits maximum. Enfin, il y a des séminaires beaucoup plus longs, mais plutôt pour les boîtes remote. Mais c'est 1 à 2 nuits. On se rend compte qu'à partir de 2 nuits, les participants commencent à râler, notamment ceux qui ont une vie de famille. Donc,
Donc on ne fait pas le gros séminaire à l'étranger, mais on fait plusieurs petits séminaires dans On l'année. le voit vraiment de moins en moins. Il y a eu une grosse explosion du séminaire domestique en France, d'abord parce que la France jouit d'une magnifique diversité de paysages et de nature. Donc tu peux déjà trouver des choses exceptionnelles en France, du ski jusqu'au surf. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc tu n'as pas besoin de partir très loin pour avoir ce que tu veux en réalité. Et puis, en fait, les entreprises ont de plus en plus d'engagement RSE. De plus en plus d'entreprises sont EcoVadis, bilan carbone, et donc en fait le billet d'avion pour les 50 personnes de ton équipe pour aller à Marrakech, tu le payes très très cher dans ton score EcoVadis à la fin de l'année. Oui, effectivement. Bah ouais, c'est terrible. Et ça fait partie en plus des attentes des collaborateurs d'avoir que l'entreprise soit focus là-dessus, sur l'empreinte carbone. Tout à fait. Ok. Et est-ce que, par exemple, en persona, tu as les CSM qui veulent organiser des événements pour leurs clients, pour onboarder par exemple des clients, ou des sales enablers qui veulent former des sales ouverts? Jamais vu. Pas encore? Non. Ça va peut-être venir? Peut-être, qui sait. C'est une idée. Là, on se développe sur le segment du learning, justement, donc plutôt dans les grands groupes, mais pour tous les séminaires de formation, ouais. Donc, on espère que ça va bien se développer, mais j'y crois pas mal. Ouais, on a les premiers qui tombent là. Oui, pour créer du lien, que ce soit avec ses clients ou avec ses nouvelles recrues, en tout cas, il y a... Ouais, moi-même, quand j'étais consultant, ils nous amenaient, à l'époque, mais c'était une autre époque, il y a plus de 10 ans, à l'étranger, avec tous les nouveaux qui arrivaient, la nouvelle promo, et on était en séminaire pendant 3 jours de formation. Ouais, c'était génial. C'était génial, et ouais, j'aimerais bien qu'on arrive à être identifié sur ce type de use case. Mais pour l'instant, on en voit assez peu. Si on en vient encore pour aujourd'hui, ça représente quel pourcentage de ton portefeuille? Je ne sais plus si tu me l'as dit. Ouais, ça va être un gros tiers à la fin de l'année, ça va être du CAC 40. D'accord. Ah, joli. Un tiers CAC 40. Et à combien de CAM, tu dis 3? On est 3 CAM, ouais, mais je pense qu'on est en sous-régime. Je pense que là, on pourrait faire plus à 3. Et une fois qu'on fera plus, il me faudra un CAM de plus, peut-être même 2, donc on verra. Et de toute façon, les bons CAM, c'est tellement rare que s'il y en a, tu sais, moi je te l'ai toujours dit, dès que tu vois passer des très beaux profils, je regarderai toujours pour des sales. Bah écoute, ça, ce sera entendu. D'ailleurs, on parlera de la définition. Bah, parle-nous-en, tiens, c'est quoi un bon sales pour toi? Un bon CAM? Alors, j'ai peu d'expérience encore chasseur, sur la partie enterprise, donc sur les CAM, je serais peut-être pas le meilleur pour les décrire, mais en tout cas, moi, ce que j'attends d'un CAM, c'est d'abord quelqu'un qui a quand même de l'expérience, c'est-à-dire que je crois pas trop au CAM junior. Je pense que tu as besoin d'être quand même vraiment expérimenté, notamment sur les techniques de vente, sur du médic, sur ce genre de choses. Je pense qu'un CAM qui ne fait pas du médic, c'est très compliqué parce qu'en fait, tu as besoin d'être extrêmement structuré. C'est de la vente complexe, longue, à plusieurs personas, plusieurs interlocuteurs. Et donc, il faut des mécanismes, il faut des réflexes et il faut de la technique. Donc, j'attends d'un CAM qui soit extrêmement structuré, qu'il ait la technique et qu'elle soit éprouvée. Idéalement, qu'il ait un carnet de contacts. Moi je chasse des CAM, et tu le sais d'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir, uniquement dans mon secteur d'activité parce qu'il faut les bonnes relations avec les bons acheteurs, tu gagnes un temps phénoménal. Donc ça c'est la troisième chose que je recherche, et la quatrième, et c'est là où je recherche certainement le mouton à 5 pattes, mais je cherche aussi le fait que le CAM soit un très bon account exécutif, c'est-à-dire qu'il soit en capacité de produire les événements. Enfin, chez nous, un AE, c'est celui qui vend les événements et non pas les contrats. Donc le CAM vend les contrats, l'AE vend les événements. C'est des mailles un peu différentes. Mais les CAM, chez nous, quand ils arrivent... Les AM, tu veux dire? C'est des AE ou AM. En fait, AM, c'est côté grand compte, AE, c'est côté marketplace. Peu importe, on a des terminologies un peu bizarres, mais grosso modo, c'est celui qui close un deal. Voilà. Et ben, donc lui, je veux que le CAM fasse une sorte de stage ou de graduate programme, d'abord en tant qu'account exécutif, parce que je veux qu'il utilise notre produit, je veux qu'il sache ce que c'est que de closer une assistante ou un assistant ou un manager qui organise son événement. Je veux que quand il négocie le contrat cadre avec un acheteur, il sache pleinement quel est le métier ensuite qu'on fait, qu'on réalise derrière. Donc ça, c'est certainement le plus complexe. C'est de réussir à trouver cette personne qui est à la fois un peu senior, qui est aguerrie sur des techniques de vente complexes, lui faire de la vente simple au début. D'accord. C'est pas forcément évident. Là, c'est le cas. On a un super CAM, Théophane, qui est arrivé chez nous, et il s'est pris de jeu pour la partie account exécutive. Et justement, là, j'essaie de l'en faire sortir pour reprendre le vrai job de CAM. D'accord. Et donc, tu leur fais passer tu sais un peu vie ma vie du coup d'AE. Et pendant combien de temps? Eh ben, écoute, c'est variable. Je pense qu'il faut
1 mois pour maîtriser notre produit, 2 mois pour être très confort avec, mais dans tous les cas, je fais un biseau, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire leur premier rendez-vous avec des acheteurs, des directions de communication, et en même temps, ils closent des deals. Et ce qui est génial chez nous, c'est que la marketplace, elle t'amène des leads grands comptes, c'est-à-dire que tu vois l'assistante de Chanel qui vient, qui a tapé sur Google, organiser un séminaire, qui tombe chez nous, qui organise son séminaire avec nous, bah là, si c'est un non-enterprise, ça va directement partir chez un CAM qui va le closer en tant qu'account exécutif, donc il va closer le deal de l'assistante. D'accord. Et une fois qu'il l'aura mis dans sa poche, qu'elle sera super satisfaite de lui, qu'elle aura adoré son expérience, est-ce que tu me présenterais pas... En fait, ça peut devenir sa championne. Bien Tu sûr. vois. Et donc, est-ce que tu me présenterais pas d'autres personnes, nanana, on se fait un déj, et là, il commence à mettre le pied dans la porte. Et donc, en réalité, la marketplace, être à compte exécutif dans la marketplace, dès que c'est des clients grands comptes qui arrivent, c'est un très très bon moyen de rentrer dans un client enterprise pour un CAM. Donc, c'est pour ça que je les mets là-dessus, et je leur donne exclusivement des demandes enterprise. C'est quoi les cycles de vente, du coup, à peu près pour les grands comptes? Ça va de 1 mois si le lead est très très chaud et que le besoin est très clair et qu'ils ne veulent pas faire d'appel d'offres. Ouais. Là, c'est fantastique, j'adore ces deals-là. Et à 6 à 9 mois sur des contrats cadres, sur des marchés cadres, c'est le plus long, je dirais 9 mois. Donc ça, c'est tout ce qui est fonction publique, EDF, SNCF, tout ça, ça peut être très très long. Et après, sur des entreprises privées qui font un appel d'offres, ça prend 3 à 6 mois. Tu as pris des experts publics ou pas du tout? Non, S'ils sont pas pas du tout. verticalisés de toute Non, façon, tes sales? à ce stade, non. Ouais. Mais il y a des métiers chez nous, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, c'est très spécifique, parce qu'il y a des normes et il y a des lois. Typiquement, ils ont toujours très peur que les séminaires servent à faire des cadeaux aux médecins, aux pharmaciens, et c'est D'accord. réglementé. Et donc du coup, nous, il faut qu'on réponde à certaines chartes et certaines normes, et donc là, tu as besoin d'avoir un expert. Nous, on commence à lancer ça, on vient de recruter une experte là-dessus. Oui, parce qu'il faut connaître le cadre législatif. Exactement. Est-ce qu'à terme, d'ailleurs, tu vas aussi te transformer enfin, vendre du conseil, ou tu le fais déjà peut-être, auprès de tes acheteurs, enfin tes utilisateurs, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, le cadre législatif lors d'un séminaire, si vous partez en week-end, sachez qu'il va falloir derrière les payer en heures sup, enfin ce genre de choses, quoi. Non, non, on veut pas du tout faire ça. D'abord parce que c'est pas scalable et que le métier du conseil c'est un autre métier encore. Nous, on veut vendre des contrats qui apportent beaucoup de volume et que D'accord. derrière on exécute. On veut pas se disperser. Ouais. Mais par contre, on a sur notre marketplace, sur notre plateforme, des acteurs qui font ça et qui eux organisent ce type d'événement via nous. Donc on le fait en partenariat. D'accord. Voilà. Ok. Qui s'occupe d'ailleurs de développer les partenariats? Mon associé Antoine, qui est CEO, qui a le Customer Success et la partie supply chez nous, donc les D'accord. partenariats. Ok. On est chacun d'un côté de la marketplace. Parce que c'est évidemment, enfin, et qui aligne tout ça en fait? C'est donc il y a les 4 cofondateurs, mais parce que t'as pas de CRO aujourd'hui? Non, on n'a pas de CRO, on n'a même pas de Head of Sales à ce jour, donc tu vois, on est loin du CRO. Qui aligne tout ça? Nous 4 comme des grands, tous les lundis matins en codir. D'accord. Voilà. Parce qu'évidemment, le succès aussi commercial dépend de l'offre finalement, Oui, qui est énormément. toujours diversifiée sur la plateforme. Énormément, mais Antoine est ultra pragmatique. Il sait que l'objectif final de l'entreprise, ça reste de vendre. Et donc, en fait, tout est orienté pour la vente. Et chaque semaine, on analyse les données de la demande entrante. On regarde où veulent aller les gens, pour quelle taille de groupe, etc. Et en fonction de ça, on fait un matching avec notre offre existante. Et dès qu'il y a des trous dans la raquette, on développe. Et est-ce que demain, il y aura aussi des partenariats à l'international? C'est-à-dire, où est-ce que tu veux rester vraiment sur le séminaire ouvert à moins de 2 heures? Alors déjà, on a beaucoup diversifié parce qu'on fait aussi de l'urbain désormais. D'accord. On couvre absolument toute la France. Tu vois, on a des Parisiens qui vont dans les Pyrénées, donc là, tu n'es quand même clairement pas à moins de 2 heures. Pareil pour la Bretagne. Donc on s'est largement diversifié sur la France. En ouvrant le Royaume-Uni, on ouvre bien sûr pour le marché domestique, mais la demande britannique est forte sur la France. D'accord. Donc en réalité, demain, on va vendre des séminaires en France à des Britanniques. Réciproquement, peut-être un petit peu moins. Et la suite du maillage territorial, c'est l'Espagne et l'Italie, justement, pour la demande internationale. Donc non, on va rester, on va essayer de devenir, encore une fois, la plateforme où tu peux aller absolument n'importe où organiser ton événement d'entreprise. C'est ça l'objectif à la fin de la fin. Comme ça, ils pourront voir les paysages autour du lac de Caume, où a été tourné les scènes sur Naboo. Parce que Naboo, c'est le nom de la planète dans Star Wars. Ah, mais bravo pour la référence. Et pourtant, absolument. je n'ai pas regardé Star Wars, mais en tout cas... Alors ça, par contre, moins bravo, parce que c'est quand même assez exceptionnel. J'imagine, parce que tout est, même ton outil avec intelligence artificielle, je crois qu'il y a un petit clin d'œil à Star Wars, c'est ça? Voilà. Ouais, tout à fait. Et là, on est en train de faire une croissance externe et le projet s'appelle le projet Andorre, qui est une autre planète de Star Wars, une autre planète que Naboo. Bon, heureusement que tu me le dis, parce que toi, je ne l'aurais pas su. Mais je vais pallier à ce manque de culture.
Il y a tellement de séries dérivées maintenant sur Disney+, tu peux t'éclater, moi j'adore. Mais c'est tout simplement parce que vous êtes des cinéphiles, les fondateurs, vous avez choisi en fait... Alors Lucien est très cinéphile, et d'ailleurs sa femme, elle est dans la production de films, etc. Donc lui est vraiment très très cinéphile. Nous, on est amateurs, mais pas, je dirais pas jusqu'à dire vraiment complètement cinéphile. Et non, en réalité, je pense que tous les gens qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs savent que c'est extrêmement dur de trouver un nom d'entreprise. Oui. Et en fait... J'en fais partie aussi d'ailleurs. Bah voilà, à la base, nous, on s'appelait WOM pour Work Away From Home. Bref, on s'est pris une petite assignation parce qu'on n'avait pas l'antériorité sur la marque, un truc génial qu'on adore. On a abandonné, on a dû trouver un nom en catastrophe. C'était après notre levée de fonds. On n'était pas encore 100% attaché à WOM, tu vois, d'ailleurs on l'a oublié depuis, mais on a dû trouver un nom en catastrophe et on s'est dit, mais nous on vend du voyage, donc on a quand même envie d'avoir une connotation de planète. Et donc on a cherché des références dans la culture sur des planètes, enfin plutôt fictives, sur des planètes qui représentent le futur et la nature. Et donc là, naturellement, futur, Star Wars, nature, quelle est la planète qui fait penser à la nature dans Star Wars? Naboo. Voilà. D'accord, donc c'est pas par rapport au message de Star Wars ou autre. Non. Vous n'êtes pas allé chercher jusque-là en tout cas. On a parlé de tes équipes, des méthodes aussi, donc Médic évidemment sur les grands comptes et SMB c'est un petit peu plus court, c'est plus transactionnel. Non, pas de Médic. Là, si tu fais du Médic, tu perds trop de temps. Ça fait l'effet inverse, tu perds du temps. Les process, quelle est la culture? C'est plutôt une culture orale aujourd'hui ou une culture écrite? Tu mets tout par écrit? Parce que là, aujourd'hui, tu es à 85 et non pas à 60, comme je le pensais. Et en fait, on s'est dit, c'était maintenant ou jamais qu'il fallait faire un socle, une base solide, et des valeurs et des process, par exemple, pour pouvoir... Parce qu'après, tu auras d'autres choses à faire quand tu vas être à 100, quand tu vas passer le palier de 100. Ouais, c'est sûr. Et puis, on va vite le passer, puisque, comme je t'ai dit, on fait une croissance externe. Et donc là, en fait, on va vite passer le cap des 100. Oui, il y a un problème chez nous, c'est qu'on a été dans la culture orale jusqu'à encore aujourd'hui, très forte. On n'est pas très penché sur le télétravail, je dois dire, malgré l'idée de notre première boîte WOM à l'époque. Donc on n'est pas très télétravail, donc en fait les gens sont beaucoup au bureau. Ils ont 2 jours de télétravail par semaine, c'est pas la cata, mais en réalité ils les utilisent pas, ils viennent énormément au bureau. Et il y a cette culture de dès que tu as un truc à dire à quelqu'un, tu vas le voir, que moi j'adore. C'est une culture assez latine, tu vois, un truc très sympa. Du coup il y a une super ambiance au bureau, mais du coup beaucoup de choses se perdent. Donc là, on a entamé un gros chantier, donc j'ai désormais un chief of staff qui va m'aider là-dessus et qui va m'aider sur tout le knowledge management, donc à centraliser toute l'information, documenter les process, pour toutes les formations notamment des nouveaux, etc. Donc non, là ça y est, on va mettre le haut là sur la culture de l'oral et on va aller sur la culture de l'écrit. Voilà. Pour tous les process. Culture Book, en revanche, tu en as déjà un. On en a déjà un, Parce que ça, je sais que c'était important pour toi de travailler sur les valeurs dès le départ. Ouais, mais ça, par contre, capital, parce que je pense que notre entreprise ne conviendrait vraiment pas à tout le monde. Et on avait besoin de le verbaliser, de l'écrire et de l'expliquer à chacun des candidats qui postulent chez nous, c'est dans quoi tu te lances. Je dis souvent à mes collaborateurs, et ça les fait toujours marrer, mais l'entreprise n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Et c'est important de savoir dans quelle dictature tu vas te rendre, parce qu'à la fin, tu n'auras pas tellement voix au chapitre. C'est-à-dire qu'on ne te demandera pas ton avis toutes les 2 secondes, et donc il vaut mieux que tu saches quelle est la culture de cette dictature. Tu auras été averti. Voilà, exactement. Donc tu n'as pas besoin d'être une dictature complètement autoritaire, etc. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais en revanche, il y a des règles, elles sont claires, et c'est pas le peuple qui votera pour les changer. Voilà. Donc nous, on a formalisé un culture book qui est très, très formel et en même temps qui ne ment pas. C'est-à-dire que tu sais très bien dans quoi tu vas arriver. Voilà. Ok, donc les règles sont très claires. Comment tu fais, d'une, pour les faire respecter, et de 2, est-ce qu'il y a des sanctions si elles ne le sont pas? Est-ce que ça aussi, en fait, c'est t'avertir, en fait, comment... Grosso modo, comment tu fais régner l'ordre dans ta dictature, même si je sais que ça doit être quand même super smooth chez toi. Non, mais c'est très sympa. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, à demander aux gens qui travaillent chez nous s'ils sont heureux. Parce que, ils sont hyper heureux, moi je le sais. Ça se passe j'ai très, des très retours bien. très positifs. C'est pas du tout le sujet, mais écoute, il y a d'abord, je pense, le discours de vérité qui est la première base. C'est quand tu recrutes, dire clairement. Voilà, ça c'est très important. Et une de mes plus grosses fiertés, c'est là, je suis en train de faire passer en ce moment les entretiens semestriels. Et ceux qui me disent, et celles et ceux qui me disent, je suis content parce qu'en fait, ce que tu nous as vendu, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, je dirais déjà, première chose, l'adéquation entre ce que tu vends en recrutement et ce qu'ils découvrent dans l'entreprise. Comme ça, ils ne peuvent pas vraiment se plaindre puisqu'ils ont signé pour ça. Première chose. Deuxième chose, les managers. Les managers, c'est ceux qui vivent la culture. Et donc, ceux sur qui on est les plus intransigeants, ce sont les managers. Ils doivent et elles doivent démontrer très clairement les valeurs du Culture Book.
Voilà, donc ça, c'est clair. On a des behaviors qui sont T'as écrits. tellement raison. Voilà. Donc, eux, ils respectent les règles. En Donc tout cas, eux, ils c'est montrent l'exemple. l'exemplarité avant tout. Voilà. Et ensuite, dans nos process d'évaluation, pareil, je suis dans mes entretiens semestriels, tu as toute une section, bien sûr, sur la perf individuelle, et tu as une deuxième section qui est l'adéquation aux valeurs. Donc là, il y a des comportements qui sont clairement identifiés. Est-ce que je prends des risques ou est-ce que je suis dans la continuité? Est-ce que je propose des solutions alternatives ou est-ce que je critique ce qui est fait? Donc voilà, on les met face à des questions sur leur propre comportement en auto-évaluation et après avec leur manager. Et donc en fait, ils se rendent compte que s'ils veulent passer au grade d'après, bah, ils ont plutôt intérêt d'être pleinement en ligne avec notre culture. Donc il y a la boucle rétroactive derrière. Donc en réalité, c'est très incitatif à t'aligner sur les valeurs de l'entreprise. Ouais. Et le tout dernier point, pareil au moment du recrutement, nous on a une étape qui est cruciale chez nous qui s'appelle le speed dating. T'en as entendu parler. Oui. Et le speed dating, c'est Très une étape, apprécié. c'est la deuxième étape de notre recrutement. Donc en fait, tu viens chez nous pendant 2 heures et tu vas rencontrer 5 à 6 personnes random de chez nous, c'est-à-dire qu'on ne choisit ni la seniorité ni l'équipe. Tu passes un quart d'heure avec chaque. Et à la fin de ce speed dating, eh ben, c'est la mort subite, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui s'oppose à ton recrutement, tu ne seras pas recruté. Et donc ça nous permet de garantir une uniformité dans les valeurs qu'on recherche, c'est-à-dire que eux entre eux se jugent et choisissent si oui ou non tu peux rentrer dans l'entreprise. Et en fait, ça renforce ton sentiment d'appartenance à l'entreprise, toi, quand tu fais passer l'entretien, parce qu'en fait, tu peux être un stagiaire et faire un speed dating à un directeur. Donc ça renforce ton sentiment d'appartenance. Et en plus, nous, ça nous garantit que nos collaborateurs recherchent des gens qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Voilà, donc c'est 4 éléments pour maintenir l'ordre, comme tu dis. Oui, alors c'était mal choisi, ça c'est sûr. Mais du coup, ça m'inspire 2 choses. C'est que, est-ce que tu n'as pas peur du coup de créer un moule, ou alors c'est vraiment l'objectif, parce que tu es persuadé qu'il faut rester dans ce moule-là, parce qu'une boîte, c'est quand même aussi un organisme vivant qui est directement influencé par tout ce qui se passe à l'extérieur et qui doit s'adapter en permanence. Et quand il y a une diversité de profils à l'intérieur, c'est plutôt une richesse en général pour réussir à s'adapter. Oui, mais ça, il suffit que ton moule soit pas trop contraint. C'est-à-dire que nous, c'est des valeurs qui sont quand même suffisamment larges pour avoir de la diversité, de l'inclusion. Donc là-dessus, je pense que c'est pas du tout contradictoire. C'est juste que tu vois, des valeurs dans la vie, il y en a des millions. Tu vois, tout le monde peut avoir des valeurs complètement différentes. Nous, il y en a 3 qu'on recherche spécifiquement. Et si tu les as, bah, ça t'empêche pas d'être très différent sur de nombreux autres points. Donc chez nous, il y a une grosse diversité. Il y a parité. On est exactement à 50-50 hommes-femmes. Il y a des profils très très différents, des nationalités très différentes. Il y a des gens qui parlent à peine français chez nous. Il y a beaucoup de diversité pour autant. Mais dans certaines valeurs qui sont corps et clés pour nous, bah là, par contre, il n'y a pas de diversité. C'est le fameux socle, en tout cas, c'est le point commun. Exactement. C'est quoi tes valeurs? La première, c'est l'aventure. Ouais. Donc, on veut que tu viennes ici pour vivre une aventure. Ouais. Pas juste rejoindre un travail alimentaire, mais que tu viennes vivre une aventure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois la partager avec les autres. Donc, il y a une dimension collective qui est très, très importante. Tu dois aimer le risque, parce qu'on fait souvent la métaphore avec le bateau pirate qui vogue à la recherche du trésor, mais qui peut aussi se perdre, rentrer bredouille, voire ne jamais rentrer. Bon, on ne va pas aller jusque-là. Mais il y a ce côté de dimension, je vais prendre un risque. Je pars sur ce bateau à la recherche d'un trésor. Je prends tous les risques et puis on verra ce que j'y trouve. Mais si jamais je trouve le trésor, ça va être exceptionnel. Ouais. Donc il y a cette aventure, il y a cette notion d'exception, d'expérience collective. La deuxième chose, c'est la construction, c'est-à-dire qu'on veut que tu sois un builder. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que, enfin justement, typiquement, il y a une règle chez nous, c'est tu n'as pas le droit de critiquer quelque chose si tu n'es pas en mesure de proposer une alternative. Donc tu n'as pas le droit de dire j'aime pas. Déjà, ça c'est un truc qui est complètement stérile, qui sert à rien. C'est j'aurais fait différemment. Voilà ce que j'aurais fait. Voici ce que je propose. Ouais. Et donc il y a est-ce que tu construis sur des choses un peu plus basiques, typiquement qu'on évalue sur les performances semestrielles. Est-ce que je reporte les bugs sur le produit? Parce que ça c'est un truc, mais ça fait chier tout le monde de reporter des bugs. Bah, tu vois. Mais pour de vrai, quand tu reportes un bug, ça va servir tous les autres qui n'auront pas le bug. Donc est-ce que je la joue collective? Est-ce que je construis? Est-ce que je suis dans une dynamique de pas juste exécuter pour ma pomme, mais est-ce que je suis dans la construction d'un actif qui est en train de grossir? Donc ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est la justice. Et donc, en réalité, là, ce qu'on est allé chercher, c'est d'avoir des gens qui sont extrêmement transparents, qui ne mentent pas et qui ne se mentent pas. J'y reviendrai parce que c'est quelque chose que je recherche particulièrement chez les commerciaux. On recherche des gens qui jouent
pas seulement pour leur intérêt individuel, j'y reviens, mais pareil, c'est dans le sentiment de justice, c'est à la fin de la fin, il faut que tout le monde gagne, parce que s'il y en a que certains qui gagnent, ça marche pas, et tu tues ton entreprise. Donc la justice, pareil, c'est une valeur qui est fondamentale pour nous. Un des symboles du côté justice chez nous, c'est qu'il y a une grille de salaire transparente, c'est la même pour tout le monde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, il faut le traduire dans les actes, et là, donc, tu as poussé jusqu'à rendre public tout est complètement décliné. Nos 3 valeurs sont totalement déclinées dans les comportements recherchés, dans les comportements inacceptables, dans ce qui va donner lieu à une promotion, dans ce qui peut impliquer un licenciement. Tout est totalement décliné dans nos process RH. Il y a au moins les grilles salariales, les grilles salariales et les parcours d'évolution sont en tout cas bien fixés dans le marbre. Énormément. Et du coup, il n'y a pas de négociation de salaire. La seule chose que tu négocies, c'est ton grade. Et ça aussi, c'est extrêmement transparent de comment tu passes au grade d'après. Il faut avoir coché ça, avoir tel perf. Voilà, c'est tout. Ça limite des discussions stériles. En fait, ce à quoi il faut faire, je pense, très attention dans une entreprise, c'est mettre trop de place dans l'émotion et dans le subjectif, et au contraire, essayer de rationaliser un maximum de choses. Ça donne le sentiment de justice. Et la dernière chose sur la partie justice, c'est l'exemplarité. J'en ai parlé tout à l'heure, mais on se doit, nous, en tant que fondateurs, mais également les managers qui nous accompagnent, d'être extrêmement exemplaires sur tout ça. Voilà, l'exemplarité, c'est quelque chose qu'on regarde énormément. Alors c'est compliqué parce que notamment, moi je fais un focus sur la population sales évidemment, c'est celle que je connais le mieux, non pas sur la population tech, mais les sales en l'occurrence on leur demande d'être beaucoup dans l'émotion, encore une fois, d'être doué aussi dans les émotions, et puis en revanche par contre c'est vrai, il faut être dans un cadre très, il faut être discipliné en fait dans un cadre très défini. Tout à fait. Pour les sales, il y a deux choses, il y a 2 types de sales. Il y a pour nous, les accounts exécutifs, en effet, ils doivent absolument être dans l'émotion, surtout quand tu te retrouves face à un conquérant ou quelqu'un d'un peu consensuel. Tu dois aller créer une émotion, tu dois aller créer quelque chose. Alors, surtout pas avec des commandants et encore moins avec des processeurs. Donc déjà, tu dois être un caméléon, parce que tu dois pas mettre d'émotion avec certains personas. Donc ça, c'est la première chose. Et quand tu es cam, là, c'est surtout de la méthode, en réalité, beaucoup plus que de l'émotion. C'est être ultra carré, ultra rigoureux. La personne avec laquelle tu peux mettre de l'émotion, c'est éventuellement ton champion. Si c'est quelqu'un d'assez conquérant, tu peux y mettre quelque chose. Mais en réalité, c'est des process, c'est de la méthode. C'est de la méthode. Il faut être ultra carré, identifier les signaux faibles, relancer au bon moment. Enfin, c'est plus méthodique qu'autre chose. Donc oui, il y a de l'émotion, mais moi, les sales qui vendent parce qu'ils séduisent... Ce sont des scientifiques. Je m'en méfie un peu, tu vois, en réalité. Ah oui. C'est que... Moi, ça fait que tu peux ne pas avoir de régularité. Ça fait que tu peux ne pas t'adapter aux différents personnages que tu vas rencontrer. Donc... Je cherche à avoir quelque chose de très équilibré. Mes sales qui sont très bons sur le côté séduction-persuasion, je leur paye des formations sur le côté conviction et rationalisation. Et l'inverse. Donc, il faut en réalité être très équilibré. Et le côté persuasion, c'est une technique. Mais si tu ne vends que grâce à ça, tu ne vas pas être régulier et donc je vais avoir un problème. Et alors, quand tu dis tout à l'heure, je vais revenir sur le fait que c'est important pour moi qu'ils ne se mentent pas. Ah oui, alors ça, je pense que c'est le plus gros piège d'un commercial. Et je pense que c'est aussi... ce qui m'inquiète le plus quand je recrute un commercial. Le commercial qui te ment, c'est un no-go, mais le commercial qui se ment, c'est aussi un no-go. Sur les juniors particulièrement, je suis super attentif à ça. Le junior qui vient de voir et qui n'a pas fait son forecast, mais qui trouve que des raisons exogènes parce qu'il n'a pas fait son forecast. Oui, mais finalement, elle est en congé maladie. Oui, mais en fait, la décision a été reportée. Oui, mais le codir n'a pas eu lieu. Oui, mais en fait, elle préfère se rassurer. Non, en fait, non. Arrête de te mentir. Tu n'as pas closé parce que t'as merdé. T'as merdé soit ta qualif, soit les propositions que t'as envoyées au client ne correspondaient pas à ses attentes, soit t'as mal géré ton processus de décision. C'est tout. En réalité, si tu commences à prendre la responsabilité de ce qui t'arrive quand t'es commercial, au lieu de te mentir à toi-même, tu fais des pas de géant dans ta progression. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Simplement, est-ce qu'il faut avoir conscience aussi quand tu disais, faut pas mettre faut être le plus objectif possible. Il faut aussi se rendre compte que on arrive tous avec nos croyances, notre culture, et c'est très culturel, et notamment en France, d'avoir peur de l'échec et surtout de pas en parler et de pas. Et donc, c'est pour ça qu'on leur apprend aussi à toujours valoriser ce qui va bien, mais on parle surtout pas de l'échec. Et puis, on a du mal quand même, tu vois, à assumer cet échec-là. Yes. Donc, effectivement, et notamment les juniors, c'est une sagesse qui s'acquiert, mais qui c'est pas forcément j'en reviens à nos valeurs. Ouais. Tu vois, dans la valeur construction, il y a un des comportements qui est recherché, c'est il vaut mieux se tromper vite que de réfléchir longtemps. Ça, c'est un des comportements qui est recherché. Donc on regarde, est-ce que les gens théorisent trop, est-ce que tu prends des risques. Là, dans la partie aventure, il y a la notion de risque. Dans la partie construction, il y a la notion de faire vite plutôt que de réfléchir longtemps. Donc en fait, c'est dans nos valeurs. Dans nos valeurs, on leur dit, mais trompe-toi. Trompe-toi, mais par contre, tu te trompes vite. Tu mets pas 6 mois à te tromper.
et tu l'avoues. Ça, c'est la justice, c'est transparent. Donc, c'est culturel chez nous. Les gens n'ont pas peur de dire qu'ils se sont trompés parce qu'on l'inculque dès le début. Et je pense que ça aide vraiment les commerciaux à ne pas se mentir. Et alors, ça, ce sont des valeurs aussi qui correspondent très très bien à des boîtes en pleine croissance comme la tienne. Est-ce que tu penses que les valeurs sont figées dans le marbre et ne doivent pas changer, quelle que soit la taille de ta boîte dans X années, par exemple, ou alors, au contraire, les valeurs doivent évoluer aussi? Non, je pense que la culture, elle se vit et comme tout organisme vivant, elle évolue. Donc déjà, je pense que la culture, ça évolue vraiment, pour le meilleur comme pour le pire. Si tu commences à faire des recrutements externes, ils peuvent aussi détruire ta culture s'il y a un choc culturel. Donc dans les deux sens, il faut faire attention à bien la préserver et à la faire évoluer dans le bon sens. Ça, je dirais, c'est mon premier élément de réponse. Le deuxième, c'est j'ai pas prévu que la croissance ramollisse. Donc pour l'instant, cette culture me va très bien. T'as bien raison. Alors parlons aussi de ta grille salariale. Ça va de la fourchette, ça commence à combien et ça va jusqu'à combien? Ça dépend totalement de ton équipe. Parce que ça va certainement intéresser beaucoup de dirigeants qui bûchent en ce moment sur leur grille. Moi, je la donne à qui veut. Donc déjà, si vous voulez me la demander, je vous l'envoie. Et ensuite, sur les accounts exécutives junior, tu rentres à 34 fixes plus 8 de variables. Ça, c'est vraiment grade, ce qu'on appelle A1 chez nous. C'est vraiment, tu sors d'école. Voilà, donc ça, c'est le premier grade. A4, donc là, t'es pas encore manager, mais tu es au plus haut grade non manager. Là, tu es à 46 fixes plus, je crois, 14 ou 16 de variables. Je ne l'ai pas sous les yeux, désolé, je n'ai pas préparé la question. Mais voilà, c'est des packages à plus de 60 000 euros sur des très bons exécutants, c'est-à-dire non managers. Après, dès que tu es manager, là, le package, il monte très vite. Nos managers, ils sont à premier grade de manager, donc M1, tu dois être à 50 plus 50. D'accord. Donc tu es à 104 packages sur ton premier grade de manager. Et là, on parle des comptes exécutifs sur le SMB. À compte exécutif sur le SMB. Avec plutôt des paniers moyens. 20K. Voilà, ok. Et un variable déplafonné, évidemment. Une variable complètement déplafonnée et qui est linéaire sur... comment est-ce qu'on fonctionne chez nous? Dès que tu es à 70% de ton objectif, se déclenche seulement ton bonus. Tout ce qui est avant, on ne te paye pas ta commission. À partir de 70%, on te paye ta commission. Jusqu'à 110%, c'est linéaire. D'accord. À 110%, tu as un super boost qui te fait 150% de bonus. Waouh. Donc dès que tu passes 110%, là, tu exploses. Et alors du coup, tes top performers, je peux te demander à combien ils sont? Ah ouais, c'est très agressif les salaires qui peuvent tomber chez nous. Là, on a déjà versé des primes mensuelles de 10 000 euros sur des AE qui sont non managers. D'accord. Ça peut... Sexy. Ouais, ça peut être très très agressif, d'un point de vue économique. Alors attention à ça. La première, c'est que ça doit être absolument justifié, donc des performances absolument exceptionnelles. La deuxième, c'est que ça peut poser beaucoup de frustration au sein des équipes, des autres équipes non commerciaux, qui se défoncent aussi et qui n'ont pas ce genre de bonus. Donc nous, on est en pleine réflexion sur comment on fait pour que justement il n'y ait pas de sentiment d'injustice sur ce sujet-là. Mais bon, encore une fois, 10 000 euros, c'est très rare et c'est quand il y a eu des performances absolument exceptionnelles. Il faut avoir vendu 700 000 euros dans le mois pour faire 10 000 euros de prime. Enfin, je veux dire, c'est colossal. C'est très rare. C'est tout ce que l'on souhaite à tous tes sales, évidemment. Ouais. Et du coup, alors le collectif est hyper important pour toi. Ça se traduit aussi dans le calcul dans le pay-plan? Tout à fait. Dans les managers ont des dimensions collectives dans leur bonus, pas les accounts exécutifs. D'accord. Par contre, quand on est sur des mois où on est un peu en galère sur le fait de taper l'objectif à la fin du mois, il nous arrive la dernière semaine de faire des closing days, donc une closing week, quoi. Ouais. Et là, on crée des binômes ou des trinômes. Et donc, ils sont incentivés à faire leur objectif en commun juste sur la dernière semaine. Ça crée beaucoup d'émulation. D'accord. Voilà. Tu as des petits tips, d'autres tips comme ça à nous partager pour animer un petit peu la force de vente? Ce que tu as mis en place qui a fonctionné ou pas du tout d'ailleurs? Je pense qu'on n'est pas les meilleurs sur ce sujet-là, honnêtement. Mais ce qu'on fait chez nous, oui, on fait des closing days ou des closing week quand on est un peu à l'arrache sur les objectifs, ce qui peut arriver. Alors nous, attention, on est en objectif mensuel, pas trimestriel, donc ça risque de choquer beaucoup de gens parce que du coup, tu cravaches fort tous les mois. Donc c'est un peu dur aussi. Je pense qu'à un moment, on passera en trimestriel, mais on n'y est pas encore. Oui, nous, ce qui marche très fort, c'est on crée pas une sorte de loterie, mais on met des prix en fait, à la fin du mois. Et il y a des règles pour les atteindre. Par exemple, il y a le meilleur closer de la semaine. Donc ça, c'est celui qui aura closé le plus de deals, celui qui a closé le plus en volume d'affaires, celui qui a closé le plus vite. Donc on crée un peu des prix qui se gagnent soit en binôme, soit en trinôme, soit en individuel. Et ça dure une semaine. Tu les affiches, les performances des sales? Ah oui, chez nous, tout est public. D'accord. Non, mais tout le monde, toutes les équipes ont accès à tous les salaires, tous les bonus de tout le monde. Justice. Encore une fois. Bien vu. Non, mais on a vraiment créé tout un système ultra cohérent autour de ces trois valeurs. On a vraiment bossé le truc, ouais.
Vous avez bossé tous les 4 dessus Ouais, ou... absolument. D'accord. On a bossé à 4 et ça a été 6 mois de travail, de réflexion de quelle est l'entreprise qu'on veut créer en réalité. Parce que les valeurs, c'est beaucoup dans une entreprise. J'allais dire l'entreprise dans laquelle tu as été salarié, mais toi, tu n'as quasiment pas été salarié. Si, j'ai été salarié. J'ai été salarié pendant 3 ans et demi chez Oliver Wyman en début de carrière, où il y avait une culture très agressive de la performance, donc c'est up or out, très clair. Mais moi, j'adore ça parce que je suis un compétiteur, j'adore gagner, et donc ça m'allait très très bien, donc j'ai été piqué à ça. Puis avant ça, j'ai fait une prépa, une école d'ingé, donc des parcours où tu dois te défoncer. Il y a des concours, moi, vraiment j'adore ça. Et avant ça, j'ai fait du sport de compétition et donc j'ai été piqué à la compète. Quel sport ? J'ai fait de l'avion, donc un sport de course au niveau championnat de France, etc. Donc avec un gros engagement personnel, mais surtout le goût de la victoire, quoi, le goût de gagner. Et la course, c'est un sport qui particulièrement exacerbe quand tu es enfant ou adolescent ton envie de gagner, quoi. Et je l'ai toujours, moi c'est terrible, je suis ultra animé par la gagne, par les deals toute la journée, ça m'alimente, j'en ai besoin, quoi. J'ai besoin d'adrénaline, je close toujours des deals alors que j'ai rien à foutre là-dedans, quoi. Mais de temps en temps je prends des deals juste parce que ça me fait du bien, ça me soulage. Et toute la journée ils sonnent des gongs, des cloches et ça me fait du bien. Sinon. Je suis en manque total. Donc on a cette culture de la gagne qu'on a chez nous, c'est aussi un héritage de ce qu'on a vécu avec mes associés dans nos vies précédentes. Et ouais, moi clairement, ce côté aventure et conquête très prononcé, ça vient en partie de moi. Ouais. Mais un top performer, il peut ne pas être sportif de haut niveau et... Non, mais quand même, il y a une corrélation qui est non négligeable entre les sportives, et les top sales. Il y a une corrélation étonnante. Je dis pas que si t'es pas sportif, tu peux être un bon sales, pas du tout. Je dis juste, il y a quand même une corrélation étonnante. Disons que les sportifs sont en général plutôt en la culture de la gagne et donc sont des bons sales parce qu'ils veulent gagner à tous les coups. Il y a un élément de causalité. À l'inverse, il y a aussi des top performers qui peuvent ne pas être sportifs mais qui trouvent leur moteur aussi ailleurs. Totalement. Ok. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je t'ai déjà dit. C'est impressionnant, tu sais exactement ce que tu veux. Quand tu passes un coup de fil et que tu dis « il me faut ça comme profil », tu ne déroges pas en fait de ton cahier des charges. Et c'est très précis et je sais que ça sert à rien que j'aille en tout cas au-delà du cahier des charges. T'essayes des fois. Ah bah oui, mais tu as cette intelligence aussi quand même de temps en temps d'écouter. Voilà, quand il y a des profils sur lesquels j'insiste particulièrement, tu vas quand même voir. Ouais, je vais voir parce que je suis curieux. Voilà. Et parce que je prétends pas... et tu m'as dit, mais c'est parce qu'en fait j'attends au dernier moment pour recruter. Oui, j'attends le dernier moment, j'attends d'être complètement dos au mur. Il y a deux trucs, c'est que d'abord, j'ai expérimenté jusqu'à maintenant tous les postes que j'ai recrutés après. Donc c'est moi qui ai fait le job. Donc j'ai vu ce qu'il fallait que je fasse et ce que j'ai dû mobiliser pour y arriver. Donc en tant que SDR, en tant qu'AE, en tant que CAM, c'est simple, tous les premiers deals, je m'y suis collé. Et j'ai adoré faire ça. Mais du coup, j'ai su ce que je voulais derrière. Je savais qu'est-ce qu'il fallait trigger pour que le client... signes, etc. Enfin bref, les process qu'il fallait faire, les méthodes qu'il fallait développer. Et donc, ça me donne des idées assez précises des profils que je veux. Ça, je dirais que c'est plus pour les juniors. Pour les seniors, je suis très, très accompagné par mon board, notamment, qui m'explique ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché ailleurs. Et donc, en effet, il m'aide à avoir une idée assez précise de ce que je souhaite recruter. Tu te fais coacher ? Oui, beaucoup. D'accord. Et du coup, à quel niveau ? C'est pour la strat, le management Beaucoup sur des sujets d'orga, justement, RH. Ouais. Là, en ce moment, on y est beaucoup parce qu'on sent que l'entreprise est en train de changer, de se transformer. Donc, il faut qu'on la structure. Donc, on se fait beaucoup coacher sur cette partie-là. Mais là, hier, j'étais à un coaching sur la partie grand compte. Tu vois, j'avais besoin d'être meilleur sur la manière dont je challenge les commerciaux de l'entreprise. Donc là, tu t'es fait coacher sur la partie, parce que c'est effectivement ton focus et ton grand levier de croissance, le développement commercial sur les corporates, et au niveau RH, tu disais. Oui. Sur des... Pourquoi ? Parce que phase de scale parce que phase de scale et que je fais le choix jusqu'à maintenant de recruter beaucoup de gens assez juniors. Et l'entreprise a grossi beaucoup trop vite, plus vite que la capacité de nos collaborateurs à devenir managers assez rapidement. D'accord. Donc on a une carence managériale qui est assez importante. Ouais. Et en même temps, donc on se posait la question, est-ce qu'on stretch certains collaborateurs à les amener managers alors qu'ils ne sont pas forcément prêts ? Mais c'est un danger, on peut les cramer. Est-ce qu'on recrute en externe, mais du coup il y a un risque sur notre culture ? Donc voilà, on se pose des questions pour rendre notre organisation plus robuste. Et tu vois, là, on ouvre le Royaume-Uni, on a lancé la partie Enterprise, on vient de racheter une entreprise. Enfin, tu vois, tous ces sujets font que tu as besoin quand même d'avoir un management qui est résilient et qui est serein. Et aujourd'hui, le management, pour l'essentiel, c'est nous 4. Donc, tu vois, c'est dur. Et oui, bien sûr que c'est dur.
on avait besoin de rendre notre organisation plus résiliente, donc on a demandé à des top entrepreneurs qu'on admire beaucoup de venir nous faire du coaching. D'accord, parce que justement, c'était une question. Il n'y avait pas d'operating partners dans les fonds qui nous accompagnent. Qui vous accompagnent. Et donc, du coup, comment tu les as identifiés, toi? C'est plutôt ton réseau, du coup? C'est clairement des mon copains réseau. Entrepreneurs Mais tu sais, moi, j'ai pas mal de culot, alors je demande aux gens. Il y a des gens que j'admire beaucoup. Je peux en citer quelques-uns. Alexandre Fréty, bon, lui, il est investisseur chez nous, mais qui est le CEO de Malte. Malte, qui est une organisation qu'on essaie de mimiquer sur son fonctionnement avec la marketplace et puis le côté enterprise. Et du coup, tu vois, de demander à Alex de venir nous coacher, ça nous a fait énormément de bien. On a demandé à Gilles Sadger, le fondateur de Lucas, qui est une boîte que je trouve absolument magnifique, qui est venu. On sait que Gilles a un franc-parler assez caractéristique, donc il est venu nous dire les choses sans détour, tu vois. Là, hier, j'ai pris un coaching avec l'ancien CRO d'Alma, Jonathan Trépeau, qui est fantastique, qui m'a ouvert les yeux sur plein de sujets. Et en fait, je veux pas des consultants, je veux vraiment des entrepreneurs, des gens qui ont fait et qui viennent nous dire ce qu'ils ont raté et qui viennent nous dire comment ils ont transformé l'échec en réussite. Et ça nous fait énormément de bien. Puis comme on est en admiration devant ces gens, tu passes forcément un bon moment, quoi. Mais plutôt quand même des personnes qui connaissent le fonctionnement des marketplaces, qui connaissent quand même ton écosystème et ton marché. Après, tu vois, Gilles, c'est un SaaS, mais sur des sujets d'orga purement RH, je savais qu'il serait de bons conseils, quoi. Ah, d'accord, ok. Si tu as vécu du scale, si tu as vécu le moment qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire ton entreprise qui tremble parce qu'elle n'était pas prête à accueillir autant de croissance, là, nous, on a besoin de comprendre comment les autres ont fait et surtout de ne pas faire des erreurs évidentes. Comme, par exemple? Non, mais je sais pas s'il y a des erreurs évidentes, mais en tout cas, je veux pas les faire. Ça, c'est sûr. Non, mais tu vois, c'est vraiment ça. C'est que s'ils me disent surtout ne fais pas ça, et que je m'apprêtais à le faire, voilà. Ta personne est-ce que tu as quelqu'un, j'ai posé la question de manière positive, qui s'occupe de la communication interne? On a une office manager qui gère ce genre de sujet, entre autres. D'accord. Et parce que le sous-jacent, c'est comment tu communiques auprès de tes équipes. Alors, tu pars en séminaire, certainement. Oui. Après, grâce à Nabou. Voilà. T'en fais quand même régulièrement, j'ai l'impression. On a un séminaire annuel avec toute l'entreprise une fois par an, du coup, comme le nom l'indique. Et puis après, on a des off-site d'équipe tous les trimestres. Tous les trimestres, d'accord. Par équipe. Ouais. Donc, mais après, il y a des cross-équipes. Tu vois, quand il y a un sujet, par exemple, on sent qu'entre sales et CSM, ça se prend la tête, on part en off-site tous ensemble et puis on règle les problèmes. D'accord. Mais après, si l'équipe sales veut juste partir entre elles, en fait, ils ne nous consultent pas. Ils se décident entre eux ce qu'ils font comme off-site. Ils ont un budget tous les trimestres et puis ils se débrouillent. Tu leur as donné combien? 150 € par personne par trimestre. Ok. Et a priori, ça suffit? Non. On m'amène toujours des factures à 162 €. J'avais dit 150. Ça, c'est comme les after-work. Il faut toujours rajouter 500 balles à la fin. C'est terrible. Ouais. Et tu fais autre chose que les off-sites? Oui, il y a pas mal de rituels chez nous. Il y a after-work tous les jeudis soirs. Donc là, on remplit les frigos de bière et même on paye une petite note au bar d'en face. Il y a la Naboom, qui est la fête qui avait lieu tous les mois jusqu'à maintenant, mais qui va désormais avoir lieu tous les 2 mois. Ouais. Donc là, les remotes viennent aussi pendant 2 nuits. Donc ils viennent au bureau et donc ils passent du temps aussi avec les autres et on fait une petite fête. On fait une petite Naboom. Voilà. C'est mignon comme nom. Et tous les vendredis, on a un petit All-Hands meeting, mais ça, c'est pas grand-chose. D'accord. Super. Donc finalement, est-ce qu'il y a en tout cas un conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs là, qui se lancent parce qu'on sait en plus qu'on est... Alors, je précise qu'on enregistre aussi ce podcast en juillet 2024 pour tous ceux qui vont l'écouter dans le futur. Là, je dois donner un conseil à des gens qui se lancent. Et à des gens, c'est pas évident, mais en fait, s'il y a un truc que tu as appris et ou que tu ne referais pas, une erreur que tu ne ferais pas, ou tu vois... Oui, je peux en donner une. C'est que, il y en a une qui m'a vraiment marqué. C'est, je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique quand on monte une entreprise. Et des gens vont me tuer pour dire ça, mais ne faites pas confiance à vos intuitions. Parce qu'en fait, les intuitions, si elles ne sont pas backées par de la data, par de la réalité, par du pragmatisme, à part vous emmener dans des idéaux qui à la fin s'effondreront, c'est pas la peine. Je vois, nous, on avait beaucoup de convictions, énormément sur le marché du télétravail. Oui, les entreprises vont payer. Puis d'ailleurs, les gens nous disaient, mais bien sûr, si tu montes ça, je te le paye et tout. Que dalle. En réalité, les mecs, personne n'aurait payé pour envoyer ses collaborateurs à aller télétravailler dans des maisons de campagne. Ça m'a marqué. C'est que pendant que je faisais mon audit, ma préparation pour lever des fonds, toutes les entreprises me disaient, mais bien sûr, dès que tu sors la solution, je la prends pour tous mes collaborateurs. Mais en fait, que dalle. Tant que les gens n'ont pas payé, ils n'ont pas payé. Et donc, si tu es entrepreneur, 1, ne le fais pas pour l'argent parce qu'il y a de grandes chances que ça marche pas. Et 2, ne fais pas trop confiance à tes intuitions, fais confiance à de la donnée, fais confiance à quand les gens payent réellement. Voilà. Market fit. Bah ouais. Mais le market fit, c'est pas des sondages. Le market fit, c'est quand les gens payent. Attention. C'est pas parce que les gens te disent je veux faire ça qu'ils vont payer pour ça.
Le seul moment où tu sais que tu as un market fit, c'est quand les gens payent quasi systématiquement quand tu leur proposes ton service. Ça, c'est un market fit. Tu as fait du benchmark au niveau, je sais pas, concurrentiel par exemple? Ouais, énormément. Ça, c'est tellement d'acteurs sur ton marché que énormément. Ça peut Je suis être simple. obligé, ouais, bien sûr. Et je vois bien ce qui marche et ce qui marche pas chez les concurrents. D'accord. Mais bon, voilà, donc attention à ce point-là, attention à pas être bercé d'idéaux et de conseils que les uns les autres peuvent te donner. Le seul bon conseil, c'est quand la personne elle paye et qu'elle te dise pourquoi elle a payé, c'est tout. C'est ça le vrai conseil quand on est entrepreneur, celui dont qu'on a besoin d'entendre. Et le même conseil aussi finalement pour recruter, pour tout en fait. C'est ne présume jamais de rien et check. Ouais, c'est sûr. Mais moi, pour recruter quand même, c'est vraiment tout sauf une science exacte. Mais il y a deux choses, moi, qui m'ont beaucoup préservé, même si ça marche encore une fois pas à tous les coups. C'est quand même de savoir clairement ce qu'on veut. C'est-à-dire presque pouvoir écrire la fiche de poste complète au moment où on fait son recrutement. Et la deuxième chose, le speed dating, je recommande énormément parce que nos collaborateurs nous ont préservé de profils qui avaient été très bons pour se vendre à nous en tant que fondateurs, mais qui derrière se sont relâchés avec des collaborateurs un peu plus juniors et des comportements, et des comportements qu'on n'aurait pas voulu voir dans l'entreprise. Donc voilà, je recommande ces deux choses pour le recrutement. Parfait. Quelle est la prochaine étape? Intégrer la société qu'on vient de racheter, bien accélérer sur le Royaume-Uni. Ouais. Et j'espère exploser le segment enterprise. Voilà, c'est notre stratégie, elle repose sur les 3 piliers. Alors attends, grosse coupe quand même. C'est-à-dire que c'est bon, c'est fait, c'est officiel, c'est signé? Dans 8 jours là. Dans 8 jours On en parle ou on n'en parle pas? Non, là, on n'en parle pas. Tant pis, je l'aurai pas le scoop. Voilà, non, il n'y aura pas de scoop. 8 jours encore avant que ce soit signé. 8 jours, bon, ce sera diffusé en septembre. D'ici là, ce sera fait. Donc pour tous ceux qui sont curieux, vous pourrez aller voir l'actualité, les articles qui vont bien. Imagine, ça se fait pas. Et si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Exactement, c'est le risque. Je m'avance peut-être un peu trop, mais je suis assez confiant. Bon, donc du coup, de la croissance externe. Un gros sujet d'intégration. Et de l'internationalisation. Là, on parle de culture, là, il va y avoir un choc de culture. Est-ce que ça va fonctionner? Futur Centaure, cette histoire. Ah, je sais pas. C'est tout ce que je nous souhaite, mais la route est encore très, 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 très longue. Évidemment, sinon tu t'ennuierais. En tout cas, on s'ennuie pas. Non, ça c'est sûr. Bon, je te souhaite en tout cas plein de succès à tes commerciaux, ça va de soi. Merci d'avoir partagé tous tes tips, ta vision. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé, que je t'ai pas demandé par exemple, et que tu aurais aimé partager avec nos auditeurs qui sont des chefs d'entreprise et des dirigeants commerciaux? Non, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la partie culture qu'on a bien travaillé. Et puis nous, notre orga sales, elle est mouvante. Hein, donc tout ce que j'ai dit là, peut-être que dans 6 mois, j'aurai un avis ça va bouger encore. différent. Ça va bouger, voilà. Mais et c'est normal. Merci beaucoup de m'avoir permis de partager tout ça. Merci à toi, Maxime. Et merci bien sûr à tous nos auditeurs. C'est un véritable plaisir de vous compter fidèles, en tout cas sur le podcast We Are Sales. Merci.